Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Alors vous suivez probablement les frasques d'Elon Musk, cet homme, ce mania devrais-je dire, qui a racheté Twitter, qui promet à l'humanité qu'elle va quitter la Terre en direction de Mars et peut-être même roulez-vous au volant d'une Tesla directement sortie de ses usines. Alors seulement quelques années, cet homme s'est imposé dans tous les grands champs de la science contemporaine. Et pourtant, a-t-il une pensée scientifique organisée? Quels sont les grands principes politiques qui guident ce mania? Et enfin, quelles sont les problématiques politiques et environnementales sur lesquelles Elon Musk fait l'impasse? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial Elon Musk, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour nous éclairer sur le personnage d'Elon Musk, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités fins observateurs de ce personnage. Le premier, Olivier Lascar, rédacteur en chef chez Science et Avenir, qui publie un ouvrage enquête sur Elon Musk. Et le second, Fabrice Eppelboin, enseignant à Sciences Po et entrepreneur fin navigateur du réseau social X, filiale du Mania. Alors, pour commencer, on va planter le décor parce qu'on aime bien ça dans le numérique pour tous. Olivier, est-ce que vous pourriez nous rappeler, vous qui êtes l'auteur de cet ouvrage et de cette enquête, en quelques secondes, les champs d'action du personnage? Oui, bonjour Vanessa, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, Elon Musk, il est complètement protéiforme. Il est connu du grand public pour ses activités dans le spatial avec SpaceX, qui est une entreprise déjà ancienne, puisqu'elle a été créée en 2002. Un entrepreneur privé de l'espace, un prestataire de la NASA, mais évidemment Elon Musk c'est autre chose, c'est la voiture électrique avec Tesla, c'est depuis plus récemment les neurosciences avec l'entreprise Neuralink qui a un projet qui peut paraître complètement fou et science-fictionnel qui consiste à implanter des puces dans les têtes pour commander les machines, pour commander les ordinateurs. Elon Musk, c'est évidemment le réseau social anciennement appelé Twitter, qui est devenu X, avec lequel il l'utilise comme une sorte de levier pour pousser toutes ses autres activités. Alors on va pas tout déflorer, mais alors on va commencer justement par évoquer ce réseau social Twitter X. Alors on a l'impression quand même qu'il a une action un petit peu paradoxale sur ce réseau parce qu'il le rachète à plusieurs milliards de dollars. Il se positionne comme un acteur majeur de la liberté d'expression et pourtant on dirait qu'il a un contrôle quasi autoritaire sur sa propre plateforme. Alors Fabrice, vous qui êtes un fin observateur, dites-nous un petit peu sur ce paradoxe, quel regard on doit porter? Alors un contrôle quasi autoritaire, disons qu'il a quand même éliminé dès son arrivée chez Twitter l'ensemble de l'équipe de modération et il les a remplacés par de l'algorithmie. Donc effectivement, il n'y a rien de plus autoritaire qu'un algorithme. 1 et 1 font 2. Les mathématiques, c'est vraiment sans pitié. Il a le mérite d'avoir publié ce code, donc on comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne. Même si on n'a pas l'intégralité du code, on a quand même les grandes lignes. Ça permet de comprendre les mécanismes de ce fameux algorithme qui nous abreuve d'informations, que ce soit sur Twitter ou sur tous les autres réseaux sociaux. Là, la spécificité, c'est que on a le code. On peut tout à fait discuter, et il est très très discuté. De temps en temps, il évolue. Mais est-ce qu'il oriente la pensée? Est-ce qu'il y a une forme de propagande? Il a la réputation d'être un dictateur en tant que chef d'entreprise, tout comme Steve Jobs, tout comme beaucoup de grands gourous de la Silicon Valley. C'est clair que ça n'a pas l'air d'être très agréable de bosser à ses côtés, même si c'est sans doute très rémunérateur. Après, les résultats sont là, au même titre que les résultats pour Apple avec Steve Jobs, qui était aussi un grand dictateur en tant que chef d'entreprise, sont incontestablement là. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, que donner une tribune à Trump, ça fait de Twitter une forme d'outil de propagande? Il a très, très clairement pris parti pour Trump dans la campagne présidentielle américaine. Est-ce que pour autant Twitter est un outil de propagande? Pas du tout. Tout le monde est libre de faire absolument ce qu'il veut, dans les limites de la loi évidemment, sur Twitter. Il se trouve que le changement de méthodologie pour la modération qu'il a introduit en virant l'équipe de modération et en remplaçant tout ça par un algorithme fait qu'il y a eu un équilibrage qui s'est fait et qui était très en faveur des démocrates auparavant. On s'en est aperçu avec les Twitter Files. Très clairement, on avait une équipe de modération qui penchait très 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 à gauche et qui passait sous silence, invisibilisait, pour utiliser des vocabulaires modernes, invisibilisait les républicains et les partisans de Donald Trump. Une fois passé à une modération
faite par un algorithme, on a tout d'un coup une explosion de la présence républicaine, ce qu'on appelle en France et maintenant aux États-Unis l'extrême droite, qui est devenue beaucoup plus visible. Mais la réalité, c'est qu'elle était invisibilisée avant. Donc alors, on va un changement radical. À la dimension économique du personnage. L'ascension de Musk a été propulsée par des subventions publiques massives. Est-ce que c'est justifiable pour vous, Olivier, que le contribuable finance les ambitions d'un milliardaire ? Alors, c'est vrai que l'enveloppe, elle est considérable. Hein. Il y avait un papier du New York Times il y a quelque temps qui estimait que SpaceX avait touché quelque chose de l'ordre de 15 milliards de dollars sur la dernière décennie pour être un prestataire de la NASA, parce que c'est ce qui s'est passé. La NASA, à un moment donné, a choisi de miser sur l'entreprise de Musk pour avoir de nouveaux lanceurs, pour avoir un nouveau taxi pour l'espace. Concrètement, SpaceX construit des fusées qui poussent des capsules dans l'espace qui permettent d'aller rejoindre la Station spatiale internationale et donc d'envoyer dans l'espace des astronautes, ce que les Américains ne pouvaient plus faire depuis une dizaine d'années et l'arrêt du programme de la navette américaine. Donc, d'un point de vue du soft power, si je puis dire, d'un point de vue de la force de frappe des États-Unis, l'apport de SpaceX est considérable, puisque Elon Musk a permis de réouvrir la porte de l'espace. Il faut penser que, justement, à l'absence du programme de la navette, les Américains étaient obligés de partir sur des Soyouz, ce qui était, en termes d'amour-propre, si je puis dire, une blessure terrible, et ce qui était de toute façon devenu inenvisageable depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc clairement, c'est l'État américain qui a construit le monstre, entre guillemets, Elon Musk, le monstre de Frankenstein. Mais aujourd'hui, on est dans un moment un peu différent, dans une temporalité différente, puisque ce monstre s'est affranchi du contrôle de son créateur. Elon Musk n'a en quelque sorte plus besoin des commandes de l'État américain pour développer ses activités, notamment dans l'espace. Jusqu'à un certain point, hein, parce que le partenariat avec Trump, de mon point de vue, il n'est pas du tout idéologique. Il est complètement pragmatique, parce qu'ils ont un agenda commun. L'agenda, c'est Mars. L'obsession d'Elon Musk, c'est pas la liberté d'expression. Moi, j'ai toujours considéré que c'était du blabla, en tout cas de sa part. Hein. Ce que veut Musk, c'est être celui qui enverra des humains dans l'espace. Il veut l'être à brève échéance, il veut l'être de son vivant. Et d'ailleurs, il a compris que Trump était le président suffisamment mégalo pour dire banco sur ce projet. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, Trump a fait un discours pendant la campagne électorale où il a pris l'engagement qu'avant la fin de son mandat, avec Musk, ils enverraient des humains sur la planète Mars. Tout à fait. Mais alors, vous n'avez pas le sentiment, parce que des Tesla, il y en a de plus en plus, on voit aussi les velléités de pouvoir à aller sur Mars, etc., qu'il y a quand même une forme de danger. On ne fait pas ça au nom d'une écologie. Ces voitures électriques, effectivement, on ne pense que l'usage et non pas la fabrication. Toutes ces fusées qui vont faire des voyages, effectivement, dans l'espace. Est-ce qu'il y a une vision idéologique qui n'est pas contraire avec les ambitions qui sont affichées ? Il faut toujours se méfier avec Musk de ce qui est dit, de ce qu'il dit et de la réalité de ses actions. D'un point de vue de l'écologie, je pense qu'il n'y a pas de personnalité moins écolo qu'Elon Musk. Le fait de pousser la voiture électrique telle qu'il l'a fait, il n'y aurait pas autant de voitures électriques aujourd'hui sans le succès de Tesla. Hein. Je pense qu'il a été déterminant. Il casse les règles, en fait. En oui, plus, mais ce n'est plus une entreprise industrielle, c'est une entreprise technologique. Absolument. On dit toujours de la Tesla que c'est moins une voiture qu'un smartphone sur roue. Et je pense que c'est vrai, parce que ça dénote la façon de penser. C'est-à-dire que l'algorithme dont on parlait tout à l'heure, l'algorithme est au centre de la voiture. On n'est pas dans la mécanique d'un ancien constructeur industriel qui a dû s'adapter, qui doit s'adapter à l'électronique, et en essayant de faire table rase du passé, ce qui est extrêmement difficile dans 100 ans d'histoire de General Motors et compagnie. C'est très difficile de repartir de zéro. Musk, il part de zéro littéralement, et il fait ce smartphone sur roue. Mais s'il a choisi la voiture électrique, c'est sans doute parce que d'un point de vue, c'est l'ingénieur, Musk, donc il y avait un défi d'ordre d'ingénierie, d'avoir des batteries qui durent suffisamment longtemps, etc., qui l'ont stimulé. Mais surtout, il a fait un calcul très pragmatique, encore une fois, qui est que les énergies fossiles vont disparaître. À quelle échéance ? Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille comme journaliste. Ça fait 20 ans qu'on dit, dans 20 ans, il n'y aura plus de pétrole. Bon, la limite recule un petit peu. On continue à en avoir du pétrole. Mais ça va s'arrêter à un moment donné. En même temps, ils puisent tous les minéraux
rare avec Alors voilà, ces véhicules électriques. c'est ça la grande ambiguïté de la situation, c'est que on passe aux énergies dites de transition, on passe à l'électrique, à la voiture électrique pour des raisons environnementales, parce que contrairement aux énergies fossiles, ça ne va pas libérer des gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique, mais pour faire les batteries. Et pour faire les batteries, pour faire suffisamment de batteries, pour faire suffisamment de voitures, pour la planète entière, il faut utiliser des métaux rares. Et on ouvre des champs d'exploitation, notamment la fameuse question des nodules polymétalliques, qui sont ces réserves dans le fond des océans, dans les abysses, qui étaient inviolées depuis que la Terre est la Terre. Et demain, peut-être, on va créer des exploitations minières au fond des océans pour avoir suffisamment de métaux pour faire ces fameuses batteries. Donc là, on voit bien qu'on est dans le moment où on commence à se rendre compte que la voiture électrique, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quoi. Venons-en à la dimension des marchés financiers, qui n'est pas anodine avec Elon Musk. Fabrice, on dit qu'il a une certaine tendance à les manipuler, ces marchés financiers. Est-ce que pour vous, il a un rôle influent, voire trop dangereux sur l'économie mondiale ? Alors, sur l'économie mondiale, non. Sur les marchés financiers qui le concernent, oui. D'ailleurs, il s'est fait taper sur les doigts à plusieurs reprises, que ce soit pour le cours de Tesla qu'il manipule ou avec lequel il fait joujou à travers quelques tweets, ou sur les crypto-monnaies, où là, vraiment, il est connu pour avoir fait valser le cours de différentes crypto-monnaies, dont certaines sont complètement fantaisistes. On ne sait pas très bien si c'est pour faire de la spéculation ou si c'est juste pour rigoler, et il est capable de faire ça juste pour rigoler, mais très clairement, sur des petits morceaux de l'économie, oui, il a une influence considérable. Sur l'économie en général, non, pas encore. Pas exagéré. Bon, restez avec nous, on marque une courte pause avant de se retrouver pour continuer cette émission spéciale Elon Musk, où nous aborderons les ambitions politiques de l'homme d'affaires qui ne vont pas forcément, vous le verrez encore une fois, dans le sens du bien-être de notre planète. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale Elon Musk avec Olivier Lascar et Fabrice Eppelboin, nous allons parler des velléités spatiales de Elon Musk. Donc c'est très bien, Elon Musk se substitue quelque part au fond public en envoyant des fusées. En même temps, on commence à polluer l'espace. On est en train de reproduire quelque part les erreurs que nous avons fait sur notre planète Terre en allant sur Mars. Est-ce qu'il y a des freins à cette ambition, Olivier ? Alors, l'orbite de la Terre, et notamment l'orbite basse de la Terre, est considérablement polluée. Elle est polluée depuis longtemps maintenant. Elle est polluée par les satellites qu'on y a envoyés, les anciens satellites qui ne marchent plus, les débris de fusées. Oui, il paraît que pour envoyer une fusée aujourd'hui, il faut vraiment se frayer un chemin parce que c'est excessivement Oui, c'est ça. Il y a l'image. Hein. C'est aussi difficile que quand une abeille veut passer au travers des mailles de la raquette de Nadal pendant un match, quoi. Hein, c'est très compliqué. Et Musk participe de ce phénomène de pollution, alors de façon particulière avec Starlink. Starlink, c'est quoi ? C'est un réseau de satellites qu'il envoie autour de la Terre pour former une sorte de maillage. Il faut imaginer des petits satellites qui dialoguent en quelque sorte les uns avec les autres et qui permettent de diffuser sur la Terre un Internet tombé du ciel. Donc oui, vous êtes en pleine mer, par exemple, il n'y a pas de réseau, vous mettez une antenne Starlink et là, vous allez pouvoir capter. Ou même dans les zones blanches en France, vous mettez une antenne Starlink et vous êtes le roi du monde. Complètement. Et quand, par exemple, il y a eu dans les îles Tonga un tremblement de terre terrible qui a sectionné les câbles sous-marins qui amènent le web normalement, et bien, les îles Tonga étaient isolées du reste du monde. Musk leur a ouvert l'accès à Starlink et elles ont pu être reconnectées, ce qui est considérablement important pour paramétrer les aides qui doivent être envoyées pour sauver les gens, etc. Donc ça a un usage important. Et bénéfice-risque alors, allez-y. Voilà, en revanche, d'un point de vue de la pollution de l'orbite basse de la Terre, c'est très important. Il y a quelque chose dans le domaine du spatial qu'on appelle le syndrome de Kessler. Le syndrome de Kessler, c'est dire que un choc entre un satellite et un débris pourrait provoquer plus de débris, qui pourrait casser d'autres satellites et provoquer une catastrophe globale. C'est la théorie des dominos, en quelque sorte. Hein. Oui, aujourd'hui, nos sociétés, les sociétés occidentales, ont une économie qui sont grandement basées sur l'usage de ces données qui viennent de l'espace, de l'usage des satellites. Donc ça pourrait être catastrophique. Et personne ne le freine. Enfin, quel est l'enjeu ? C'est notre bénéfice immédiat à avoir effectivement du réseau là où il n'y en a pas, ou alors... Personne ne le freine, mais
au-delà de ça, c'est quelque chose qui va aller en augmentant parce que d'autres acteurs vont sur ce terrain-là. Lui a installé Starlink, Jeff Bezos avec Amazon installe un autre réseau concurrent qui s'appelle Kuiper, mais il y a aussi des États qui installent des réseaux de satellites en orbite basse. Il y a la Chine, il y a l'Europe qui est sur ce terrain-là. Et effectivement, on a l'impression qu'il y a une carence en termes de législation, de règles, parce que ça va à volo, quoi. Ça va à volo. Alors, il y a un autre problème très rapidement, c'est que les astrophysiciens dont le métier est d'observer le ciel, ils peuvent plus le faire correctement parce que Starlink, c'est comme des graffitis sur la voûte céleste qui font des traits de lumière et qui empêchent de regarder les étoiles et les constellations. Bon alors, on était dans l'espace avec vous, on va passer dans nos cerveaux, on va dire, avec Fabrice, puisque Elon Musk a aussi des velléités d'équiper nos cerveaux avec des micro-puces pour nous rendre peut-être encore plus intelligents. Info, intox, ambition à moyen terme, très exagération. Pour l'instant, les Neuralink, ça permet à nos cerveaux de commander une machine à distance. Et donc, l'utilisation immédiate et évidente, c'est pour des gens qui sont handicapés, de façon à pouvoir contrôler quelque chose. Un ordinateur, une chaise roulante, peu importe. Mais typiquement, on peut être très handicapé et malgré tout continuer, à travers son cerveau, à piloter quelque chose de l'extérieur. L'ambition, à terme, c'est le sens inverse. C'est-à-dire que l'ordinateur interagissent avec le cerveau dans les deux sens, on n'en est pas là. Et heureusement, parce que ça va nous donner le temps de réfléchir aux implications que tout ça va avoir et peut-être d'encadrer d'un point de vue légal tout ça. Il y a énormément de réflexions à faire d'un point de vue législatif parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller dans n'importe quel sens. On a curieusement pas raté le coche pour tout ce qui est bioéthique. On a des lois de bioéthique qui nous ont typiquement évité de faire du clonage humain avant même que ce soit techniquement possible. Là, on a un peu de retard. Sur tout ce qui est transhumanisme, il serait temps que le législateur se réveille et commence à comprendre ce qui se passe, anticiper ce qui peut arriver et légiférer pour éviter le pire. Justement, vous parlez du transhumanisme. Est-ce que ça peut être une vision politique de la part d'Elon Musk ? C'est totalement une vision politique, non seulement d'Elon Musk, mais d'une large partie de la Silicon Valley. L'homme augmenté, mais aussi plus généralement la séparation entre ceux qui feront partie des dominants et ceux qui feront partie du troupeau. L'un des partenaires d'Elon Musk, alors avec lequel il n'est plus du tout ami, qui est Peter Thiel, fait partie des libertariens paternalistes, qui est une philosophie politique qui consiste vraiment à avoir des grands seigneurs qui dirigent le troupeau des êtres humains avec le fameux nudge dont on a beaucoup entendu parler. Tout ça, c'est une philosophie politique qui est très peu connue en France, où on a tendance à mettre dans le libertarisme et pas du tout connu. Tout ça, c'est du libéralisme, ce qui n'a rien à voir, ce qui n'a pas grand-chose à voir. On va faire simple quand même en ce dimanche. Malheureusement, il faut fouiller dans la complexité. Il est absolument indispensable de s'intéresser à cette branche-là des sciences politiques parce que même si elle est très peu répandue, elle est totalement dominante dans tout un tas de secteurs, notamment la high-tech, qui sont eux-mêmes totalement dominants dans l'économie. Pour y voir clair, imaginons la société dans 5 ans pilotée par un Elon Musk, elle ressemblerait à quoi sur nos vies quotidiennes ? Dans 5 ans, on n'en sera pas dans 10 ans. Mais dans 20 ans, on pourrait avoir des êtres humains qui soient augmentés parce que vous avez une puce dans le cerveau qui vous donne des capacités à accéder à de l'information, à travailler avec une intelligence artificielle en binôme, votre cerveau et une intelligence artificielle. Tout un tas de choses comme ça qui sont très difficiles à anticiper et qui vous donneraient de facto la capacité à être infiniment supérieur à un être humain normal qui ne serait lui pas connecté. Le personnage d'Elon Musk est un être humain avant tout, malgré tout. C'est quoi ? C'est un génie de l'innovation ? C'est un usurpateur ? C'est quelqu'un qui est hors norme ? On dit parfois qu'il est effectivement Asperger. Qui est ce personnage ? Alors c'est pas un usurpateur. Il aime presque à prétendre l'être, c'est-à-dire qu'il joue les bouffons, il joue les trolls sur Twitter, il raconte à peu près n'importe quoi, mais c'est une parade, c'est une façon de nous faire à tous détourner l'attention pour ne pas voir justement des avancées un peu hégémoniques comme cette façon, on l'a expliqué avec Starlink et les satellites installés autour de la Terre, d'occuper le terrain en quelque sorte. On se rend compte une fois que les satellites sont là et on se rend compte tardivement parce que pendant le reste du temps, on a ergoté sur ces tweets et sur ces lance-flammes anti-zombies. Donc c'est pas un usurpateur, c'est quelqu'un qui a fait avancer la science, en tout cas la technologie, de façon très importante. Les fusées réutilisables, comme la fusée de Tintin, qui décolle à la verticale, qui réatterrit à la verticale et qu'on peut réutiliser le coup d'après, sans Musk, ça n'existerait pas.
Voilà, donc c'est pas un usurpateur. En revanche, c'est pas un scientifique dans le sens où on l'entend classiquement, un scientifique qui travaille selon la méthode scientifique, dans la recherche, on fait des papiers qui doivent être relus, validés par des pairs avant d'être publiés dans des revues spécialisées, Science, Nature, etc. C'est le cheminement classique de la pensée scientifique, organisé, validé. Musk, il n'est pas du tout là-dedans, il fait pas de papier scientifique, il fait des vidéos YouTube. Il le faisait dans le temps, maintenant il fait des vidéos sur X. Donc c'est pas un scientifique, c'est un innovateur, c'est un visionnaire. Il a une vision qu'on peut trouver épouvantable, détestable, mais c'est une vision. Les choses dans un sens où... C'est une vision, en tout cas. Il a un projet d'ordre science-fictionnel de créer l'avènement d'une série de technologies qu'il a lues, découvert étant adolescent, étant enfant, qui l'ont fait rêver. Et il y a cette obsession de Mars qui est au centre de tout, parce que les fusées, c'est pour aller sur Mars. Les Starlink qui sont aujourd'hui autour de la Terre, demain, ça pourrait être autour de Mars. Les voitures qui roulent toutes seules pour relier un point A à un point B sur une planète hostile comme Mars, eh ben ça pourrait être bien pratique. Une science-fiction réaliste, en fait, qui est en cours d'avènement. Fabrice, pour conclure, 1 minute sur Elon Musk. Pour vous, qui est-il ? C'est une espèce de Thomas Edison du 21e siècle. C'est-à-dire qu'effectivement, Thomas Edison n'était pas un scientifique au sens traditionnel du terme, c'était plutôt un ingénieur bricoleur. Et effectivement, Elon Musk est un ingénieur bricoleur. C'est quelqu'un qui peut avoir une discussion très poussée avec les ingénieurs qui fabriquent ces fameux moteurs de fusée, les Raptor, qui sont une vision industrielle à la Henry Ford et Charles Taylor de l'industrie spatiale, qui peut avoir des discussions très poussées, là encore industrielles, avec les usines de fabrication Tesla, qui sont un renouveau complet, une façon complètement nouvelle de penser l'usine. On n'avait pas vu ça, là encore, depuis Henry Ford et Charles Taylor. Et au final, il n'y a pas beaucoup de capitaines d'industrie qui ont cette compétence scientifique de pouvoir comprendre le moindre détail technique des business dans lequel ils sont. C'est l'opposé d'un homme d'affaires. Je pense que son premier deal d'homme d'affaires, ça a été le rachat de Twitter, qui a été assez laborieux, mais que jusque-là, c'était avant tout un ingénieur bricoleur de génie, il faut le reconnaître, qui s'est attaqué à ses rêves d'enfance, parce que beaucoup de petits garçons rêvent d'aller sur Mars, et puis on grandit et on passe à autre chose. Lui, il est resté bloqué. Il est resté bloqué sur ses livres de science-fiction, et il a décidé d'en faire une réalité. Et force est de reconnaître qu'il prend le chemin, effectivement, d'aller sur Mars. Alors certainement pas dans 2 ans comme il le promet, mais dans les 10 ans qui viennent, on peut imaginer qu'on arrive sur Mars. Oui. Bon, alors on va considérer que c'est un génie visionnaire. Et pour en savoir plus, je vous encourage à vous procurer le livre d'Olivier Lascar, Enquête sur Elon Musk. Fabrice et Olivier, merci beaucoup. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.